Salam alaikum, Azul Fellaoun. Bonsoir. Un malheur n'arrive jamais seul. C'est toujours la Syrie, en effet, les calamités politiques, économiques, industrielles, sociales et culturelles. Et les drames qu'elles ont engendrés, dus à une mauvaise gouvernance du pays par des dirigeants autoproclamés et dont l'écrasante majorité du peuple algérien souffre aujourd'hui, ont été accompagnés ces dernières années par des catastrophes naturelles qui ont provoqué des pertes humaines et des dégâts matériels énormes. Il pleut, ce sont les inondations dramatiques. Il ne pleut pas, c'est la sécheresse tragique. La terre tremble à 2 degrés sur l'échelle de Richter. C'est le drame pour de nombreuses familles qui perdent leurs maisons vieilles ou mal construites. Un incendie se déclare quelque part, ce sont des vies humaines, des dizaines d'habitations et des milliers d'hectares de forêt qui partent en fumée. Grève, manifestations de rue et émeutes. Le gouvernement fait face depuis quelques semaines à une gronde sociale qui se fait que grandir. Et si la perspective de l'adoption de la nouvelle loi sur les retraites mobilise, les problèmes sociaux liés à la crise économique le sont tout autant. Ainsi, à l'usine SNVI de Rouiba, les difficultés financières dans lesquelles se débat l'entreprise et que montent les bus et les camions depuis 50 ans ont empêché le versement de salaire des 7000 travailleurs. La pénurie de lait en sachet qui ajoute aux malheurs et difficultés du quotidien des Algériens. Intempéries, accidents mortels, inondations, routes coupées par la neige. Tel est le titre du journal TSA qui date du 8 novembre 2016. Pas loin de notre mémoire, les inondations de Bab el-Oued, samedi le 10 novembre 2001, 15 ans après, 757 morts à l'échelle nationale, dont 706 pour la seule capitale, sont loin d'être d'origine pluviométrique, mais bien plus aggravées par un cumul de déficits et de laisser-faire dans les pratiques anarchiques de la gestion de l'espace urbain. La mafia du foncier, l'attribution anarchique de terrains à bâtir, la destruction des zones boisées. Qu'arrive-t-il donc à notre cher pays ? Très peu de peuples ont subi ce que le peuple algérien a enduré en moins de 2 siècles. Que t'arrive-t-il, ô mon pays bien-aimé? Dieu t'a doté de richesses fabuleuses, mais des prédateurs t'ont appauvri et ont paupérisé ton peuple martyrisé. Pays riche, peuple pauvre, malheureux, disent de toi les uns et les autres. En effet, en plus des 176 milliards de dollars de réserves en devises, dont une bonne partie a été placée aux États-Unis, l'Algérie est, selon le rapport 2011 de l'Organisation mondiale de l'or, classé le 10e pays au monde et le premier pays dans le monde arabe pour ses réserves d'or à cause d'une politique de prestige qui ne construit des autoroutes à 17 milliards de dollars. Des projets pharaoniques de M. Bouteflika qui lance le projet de la construction de la 3e plus grande mosquée du monde musulman, qui coûtera au moins 1,2 milliard d'euros. C'est le tiers du budget de tout le secteur de la santé en Algérie. En gros, 1 milliard d'euros, c'est aussi au moins 20 hôpitaux à 50 millions de dollars. Quand on voit notre chef d'État obligé d'être soigné à l'étranger, l'état de nos infrastructures, après 1000 milliards de dollars dépensés, il y a de quoi être fier de nos autoroutes et de notre grande mosquée. Sinon, après avoir pillé les ressources naturelles non renouvelables de notre pays, dilapidé ses réserves en devises pour acheter une paix sociale improbable, elle a besoin d'urgence de nouveaux visages, d'un nouveau projet de société qui unira tous les Algériens pour une vision nouvelle au service du peuple algérien, pas d'une partie qui transcende ces temps de régression et de corruption généralisée. Sortir d'une situation d'économie rentière nécessite aussi une
refonte complète des mécanismes de gouvernance et l'instauration d'une culture de la transparence et de la responsabilité, adossée à une véritable capacité de contrôle et d'évaluation des politiques publiques. Dans son dernier rapport, l'ONG Transparency International classait encore l'Algérie parmi les pays les plus corrompus au monde. La corruption étant intimement liée à l'existence d'une rente. Les exemples de l'Indonésie ou du Mexique montrent qu'il est possible d'en sortir. Avec ses ressources humaines et naturelles considérables et sa position géostratégique privilégiée, l'Algérie présente un énorme potentiel. Mais pour se hisser au rang de puissance émergente, il faut plus que des kilomètres d'asphalte et des mètres cubes de béton. L'Algérie a les moyens, mais en a-t-il la volonté? That is the question. C'est la question aujourd'hui. Grève intersyndicale, à qui profitera un bras de fer? Par Rabah Reghiz. Liberté, Rouiba. La mafia du lait crée une véritable pénurie par RV. TSA, intempéries, accidents mortels, inondations, routes coupées par la neige, par Soumeya Massoum. Salam alaikum, Zulf Laoun, bonsoir, chers téléspectateurs. Dans le top 3 aujourd'hui, ce n'est pas Jamaldine, c'est Nasser Djoudi avec vous. Inch'Allah, Jamaldine sera avec vous demain, Inch'Allah. On discutera donc de la situation sociale en Algérie. On a avec nous notre confrère Saïd Aknin et Salah Hadjam qui va nous rejoindre pour en débattre dans cette émission. Saïd, bonsoir. Bonsoir, Zulf Laoun, salam alaikum, merci pour l'invitation. Saïd, on a vu donc ces dernières semaines la grogne sociale qui est en train de prendre de l'ampleur, une situation qui est très inquiétante. Et il y a beaucoup d'experts qui disent que 2017, ça sera une année très décisive par rapport à l'Algérie. En effet, tous les facteurs objectifs d'une implosion sociale généralisée existaient déjà depuis très longtemps. D'abord existaient parce qu'il y a un pouvoir illégitime, c'est-à-dire le peuple est spolié de sa souveraineté. Ils existent parce qu'il y a 2/3 des franges de la société qui sont exclues de la sphère, y compris de la vie, et qui sont rentrés dans la survie. Les facteurs objectifs sont le chômage endémique, la misère galopante, la hogra, les injustices de toute forme, les passe-droits, ajoutant à cela une certaine forme de cupidité à la fois des gouvernants qui continuent à agir, à discourir en étant dans leur bulle. Quand j'entends aujourd'hui un ministre qui parle d'une surconsommation de lait de ses concitoyens, je dis qu'ils n'ont absolument rien compris et qu'ils ne tiennent pas les leçons de notre passé. Le passé, aujourd'hui, si on doit l'évoquer, il y a une certaine forme de symétrie, objectivement parlant, et de beaucoup de dénominateurs communs. C'est après le choc pétrolier de 86. Choc pétrolier 86, un choc pétrolier en 2014. On sait qu'est-ce qui s'est passé en 88, on saura ce qui va se passer en 2017. En 88, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un marasme généralisé et un peuple, des jeunes, qui sont sortis dans la rue pour dénoncer l'État FLN, pour dénoncer les injustices qu'il subit par les gouvernants, les passe-droits
et tous les scandales qu'il y avait aussi à l'époque. Et aujourd'hui, on vit dans pratiquement la même situation. La seule variante, c'est que maintenant, ils ont un stock tampon. Ils ont un amortisseur de 2 années, voire 3 années, à savoir les réserves de change qu'ils peuvent manier à souhait, qu'ils peuvent utiliser comme ils souhaitent, afin de pouvoir justement continuer à hypnotiser une partie du peuple algérien. Mais le réveil, il est là, et nous l'avons vu magistralement avec l'intersyndicale, quoique le système, il a pu, à travers toutes les années, et ceci depuis l'indépendance, asseoir sa stratégie de division, et à travers la méthode de disjonction et la méthode de segmentarisation. Saïd, tu as parlé d'une pénurie de lait de sachet. Je reviendrai à toi, mais on a par le téléphone notre frère Farhat Aitali, qui est expert financier d'Alger. Farhat, bonsoir. Bonsoir. Salam alaikum. Farhat, on a vu ces jours-ci donc une pénurie de lait de sachet en Algérie, une gronde sociale qui est en train de prendre de l'ampleur. Est-ce que vous pensez que on est en train, comme l'a dit Saïd Akni dans le plateau, on est en train de revivre la même situation de 88? Franchement, en ce qui concerne les pénuries, elles sont quasiment inhérentes à tous les systèmes distributifs mondiaux. Il y a une pénurie de lait parce que justement le lait est l'un des produits touchés par une distribution administrative et subventionnée. Mais sinon, sur les autres produits, tout est tributaire pratiquement des capacités de paiement en dollars du pays. Pour ce qui est de la situation d'avant octobre 88, je ne pense pas que nous en sommes à ce stade-là. Mais soyons sérieux, quels que soient les événements qui vont se dérouler à l'avenir, est-ce qu'il n'aurait pas fallu éventuellement pour la société qui a vécu 88 et ses suites, se ressaisir avant d'arriver à une impasse intégrale? Maintenant, même quelles que soient les réactions de la société, je ne vois pas vraiment ce que ça pourrait changer en termes financiers, en termes économiques. Le système s'est débrouillé quand même à travers ses gaffes et ses combines à nous mener à une situation presque de non-retour, où il n'y a pas grand-chose à arranger, particulièrement avec le personnel en place. La population, si elle entre dans une sorte de climat de colère intense ou insurrectionnelle, je ne vois pas ce qu'elle pourrait éventuellement apporter de mieux à son sort. Et comment donc vous voyez, vous avez parlé de l'impasse, donc on voit cette impasse, elle n'est pas seulement sociale, elle est aussi politique, économique. Donc comment vous voyez les choses, Farhat? Bon, personnellement, je pense qu'il faudrait que toutes les parties mettent un petit peu d'eau dans leur vin, comme pour paraphraser les Européens, que toutes les parties essayent, à commencer déjà par les tenants du pouvoir en place, de se retirer un petit peu déjà de leur arrogance, de leur positionnement et assurance et un escompette en matière de gestion, qu'ils reconnaissent qu'ils ne sont pas tellement futés en matière de gestion, mais aussi que les idées politiques qui pensent être une opposition n'incite pas la population et elle n'excite pas la population en disant que ça c'est la catastrophe, il faut se rebeller, il faut se révolter ou voilà, politiquement. Au contraire, qu'elles incitent le système en place à un débat global sur l'intégralité des anomalies qui ont été pratiquement organisées ces 15 ou 20 dernières années pour qu'on puisse tout remettre sur la table et essayer de sauver ce qui peut être sauvé. Mais est-ce Farhat, est-ce qu'on peut sauver une situation alors qu'on avait une situation qui était meilleure quand il y avait le baril du pétrole à $120, on était assis sur presque 200 milliards de dollars de réserves. Est-ce que vous pensez qu'avec le prix du pétrole maintenant qui est en chute libre, vous pensez qu'on arrivera à éviter une situation que beaucoup d'experts disent que ça va être une situation catastrophique?
Je vais vous dire une chose, nous sommes devant une impasse de gestion, une impasse de vision, dans laquelle les cours du pétrole ne sont qu'un révélateur de l'absence de vision. Ce n'est pas les cours du pétrole et leur chute qui ont entraîné l'impasse. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, en 2004, le pétrole était à $38, moins cher que maintenant. À l'époque, nous avions l'espoir de pouvoir relancer une économie, nous avions l'espoir de pouvoir avancer un petit peu dans le bon sens, non pas parce qu'il y avait beaucoup d'argent, mais non, justement parce que c'était les nouvelles rentrées qui commençaient à affluer et on avait quand même des projections, on pensait réellement qu'on pouvait projeter l'avenir avec sérénité. C'est la profusion d'argent à des $120 qui ont créé justement chez le système une sorte d'arrogance, qui ont fait la promotion de toutes les tares du système, et je dirais même du personnel le plus taré du système, pour le mener à l'impasse maintenant. Mais ce n'est pas à cause des $50 le baril qu'on est dans l'impasse. Au contraire, si on peut raisonner logiquement et rationnellement à tête reposée, peut-être que ces $50 pourraient pousser justement la composante incompétente du système à se retirer en douce et à laisser les gens travailler dans ce pays. Donc pourquoi cette pénurie de lait, de sachets, c'est Farhat? Premièrement, pour parler du sachet de lait, le gouvernement subventionne à peu près pour $300 millions par an, l'équivalent d'1,5 milliard de litres de lait, pas plus que ça. 1,5 milliard de litres de lait, si on les divise par tous les Algériens vivant dans le pays, on se retrouve avec un tiers de verre de lait subventionné par Algérien. Je dis bien un tiers de verre, pas de litres. 10 centilitres de lait subventionnés par Algérien. Ça, je parle de l'englobe global. Mais si on estime qu'au moins 30% sont détournés d'une manière ou d'une autre, sous forme de vente au marché noir de poudre subventionnée ou bien sous forme de transformation d'autres produits non subventionnés, il ne reste plus qu'une petite gorgée de lait par Algérien. Il n'y a pas de pénurie de lait en Algérie, il y a une pénurie de lait subventionné. La nuance est de taille. Il y a 1,5 milliard qui est subventionné pour 4,5 milliards de consommés. Donc il y a quelque chose comme 3 milliards qui ne le sont pas. Donc le gros des Algériens consomment du lait non subventionné. Le gouvernement se cache derrière ce sachet de lait qui n'a jamais été à la portée de tout le monde. Ils ont trouvé comme ça où il faut être pas très loin d'un magasin pour pouvoir profiter un petit peu du sachet que même les hôtels de luxe de toute façon achètent, subventionnés pour le revendre à 200 dinars le verre. Donc moi je suis contre la subvention, Hadi. Il faut l'éliminer le plus tôt possible. C'est Farhat, si on revient un peu, donc c'est l'anniversaire de la tragédie de Bab el Oued 15 ans après, donc il y a eu 757 morts, mais après toutes ces dépenses dans l'infrastructure, ce qui nous ont dit des milliards de dollars, le TSA dit intempéries, accidents mortels, inondations, routes coupées par la neige. Et ça, c'était le titre du TSA qui date du 8 novembre 2016. 15 ans après, on est toujours dans les mêmes problèmes. Il suffit de 2 gouttes de pluie et toutes les rues sont coupées, des accidents, des personnes qui perdent leur vie. Écoutez, en parlant de la tragédie de Bab el Oued, justement, elle était tragique parce que c'était quand même, il y avait beaucoup de morts du moment que ça se trouvait dans une zone urbaine à très forte démographie à une heure de pointe. Mais bon, ce genre de tragédie, il est fréquent en Algérie, en dehors de Bab el Oued, dans tous les endroits où des lits de rivières ont été occupés ou obstrués d'une manière ou d'une autre, par des gravats, par des bâtisses ou par de la terre qui descend des chantiers mal organisés, et ce genre de catastrophe arrive. C'est justement la profusion d'argent qui a pu aider les autorités à créer des chantiers anarchiques faits dans la précipitation, bien sûr avec des normes qui ne répondent pas du tout aux normes universelles, et avec il faut rajouter aussi la proportion de corruption dans tous ces marchés, pour se retrouver avec ces catastrophes. Moins on a d'argent, moins on a de catastrophes. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. Parce que quand on distribue de l'argent à tout va, à des APC en leur demandant de dépenser le plus tôt possible, sinon à la fin de l'année, si jamais il y a un retour de budget, on va diminuer leur dotation pour l'année prochaine. Évidemment, que font ces APC? Elles font appel à n'importe quoi, à n'importe quelle entreprise, et ça engendre ce genre de catastrophe avec des caniveaux qui sont des fois même pas branchés sur des conduites, avec des inclinaisons de route
qui ont été calculés par des gens qui n'ont jamais fait de travaux publics. De toute façon, il est remarquable que dans un pays mal géré, c'est comme dans une famille mal gérée aussi. Plus il y a d'argent, plus il y a de catastrophes. Farhat Tali, restez avec nous. Je reviendrai à Saïd qui est nous sur le plateau. Avant de vous donner la parole, Saïd, on essaye de suivre cette petite vidéo et on reviendra. هكذا عندي واحد 3 جور ما يمشيش الحليب. شاك جور لازم تبطل الخدمه باش تروح تجري تشري الحليب وتشري الاخر. لا ونجري انا غدو لكن لا ثورة ما لا فريد لو شويه دنيكار ونخدم انا شغلنا يقعد نقيم من البلايف كي وخام ونجري انا راه سدوت مورتاكي اقل غد 2 متر لوزان صلاش انا نسوي في راح الناس تعوم صاحبي ولادنا راهم يعوموا راحنا في حاله وين راه من 5 سنين وهما يكذبوا علينا ولا 6 سنين وعود كاذبه ما كان حتى حاجه الناس راه المرض هنا صاحبي راحنا نبرد فهمت دوكا نوجه هذا الكلام هذا للرأي الاخر وزير الاسبق رئيس الحكومه ويحيى جيت انت 2003 مور الزلزال جيت الفوقه جيت لا كاروسري حكمتك انا واش قلت لك هذه يونامر يا سيدي الوزير صوناكم هذه كل ما نجو راح تغلق كل ما نرقدوا راح تغلق كل ما نوضوا راح تغلق واش واجبتني نتايا قلت لي السامبول يغلق يا السامبول راك غلقتو انت والله غير غلقتو انت فهمت دوك نوجه كلامي لواسمو واش يسميوه السيانار نتوما الناس يتب كيف التلفزيون باش تداوي ولادها واش راكم ديروا نتوما الدراهم هذوك واش ديروا بهم لي فينيات كاع ولاو حموره كاع روحوا البوساط واش راكم ديروا وين راهم دراهمنا سيدي سعيد تعرفني ونعرفك والله ما تمثلنا باسكو ما راكش في المستوى راك مع النطاق. Ça, donc, c'était quelques citoyens qui faisaient, si on peut dire, parler leur colère par rapport à ce qu'ils subissent. Saïd, ça c'était le dernier qui s'exprimait, c'était un ouvrier donc, de la CNVA de Rouiba, Sonacom comme on l'appelle en Algérie, et ça fait 50 ans qu'elle existe cette société, et 7000 ouvriers n'ont pas eu leur paye jusqu'à maintenant. Vous savez, quand je vois des images comme ça, je me dis que parfois les mots n'arrivent pas à décrire la détresse de ce que vit réellement le pays. Et c'est ces hommes, ces femmes qui ont de la valeur. Et c'est ces hommes et ces femmes qui ont de l'honneur. Et c'est ces hommes et ces femmes qu'aujourd'hui j'écoute. Beaucoup plus que nos gouvernants, beaucoup plus que tous ceux qui viendraient, que ce soit au nom de l'expertise, que ce soit au nom de la science, nous prêcher des discours afin de nous endormir. Quant au tissu industriel, au-delà des phrases grandiloquentes et de la philosophie obsolète, la vérité est une vérité. Elle se manifeste par quoi? Par les faits. Les faits sont clairs. En 1989, après ce qu'ils appellent l'ouverture économique, ils nous ont promis, et ça c'est dans le programme de l'ancien gouvernement, d'installer une entreprise de production d'une voiture qu'on appelle Fatia. Ils ont fait une campagne de propagande à la brevégienne. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas vu le jour. Quand j'ai vu la dernière fois, il y a un jeune qui travaille dans une société qui m'a montré sa fiche de paye. On nous dit que le SMIC est à 18 000 dinars. Foutaise, c'est faux. Il n'est pas à 18 000 dinars. Le salaire de base de ce jeune homme qui travaille dans une grande entreprise nationale est à 9 000 dinars. Quand on voit aujourd'hui que des entreprises, justement, n'arriveront pas à payer leurs salariés. Pourquoi? Parce que il y a ce qu'on appelle la spirale. Et la spirale, elle vient d'où? Elle vient justement de cette dépendance avec les hydrocarbures. Et comme on est dépendant et que les prix ont chuté, forcément, il n'y aura pas assez de liquidité pour payer tout le monde, à moins de faire appel à la planche à billets et par conséquent créer de l'inflation. Et quand on crée de l'inflation, c'est ça qui va provoquer une grande crise sociale. Et comme le pouvoir, justement, il en a peur de ça et il surveille, justement, le front social comme le lait sur le feu, et on est arrivé à la crise de lait. Et la crise de lait dans un pays où il y a
plus de 136 unités de production. D'abord, il y a ça comme problème. Le deuxième problème qu'il y a, le ministre de l'Agriculture a déclaré devant la commission des finances de ce qu'on pourrait appeler l'Assemblée nationale, et là, on pourra choisir une autre dénomination parce qu'on n'a pas d'Assemblée nationale. Mais un jour, on va revenir à cette discussion. Il dit que nous avons constaté qu'il y a une consommation et du gaspillage. Alors nous avons la responsabilité d'opérer une diminution de quotas. Et une diminution de quotas, elle vient d'où? Ils ont peur même de dire la vérité et de dire que nous avons diminué les importations et que l'Algérie, c'est le 3e pays et qu'il importe plus de 17% de la production mondiale. De la production mondiale de poudre de lait. Saïd, je reviendrai à toi, pardon. On a par voie du téléphone Mustafa Marzouzi d'Algérie. Mustafa Marzouzi, salam alaikum, bonsoir. Bonsoir, Nassar. Merci Mustafa Marzouzi d'être avec nous. Mustafa Marzouzi, on a vu la pénurie du lait. On est en train de voir une grande sociale qui est en train de prendre de l'ampleur dans tous les secteurs. Comment voyez-vous la situation, Mustafa? Tout d'abord, permettez-moi de dire une chose. C'est que le problème des pénuries ne doit pas être posé économiquement. Avec tous les respects que je dois à vos invités, arrêtons de berner le peuple, arrêtons de dire n'importe quoi. Vous savez, si ce pouvoir mafieux a aujourd'hui décidé de paupériser le peuple algérien, de le clochardiser sur le plan économique, c'est par calcul éminemment politique. Vous savez, si Jamal, aujourd'hui, quand vous voyez un Algérien arraché, parce que avec cette pénurie, les citoyens s'arrachent le sachet de lait. C'est comme s'il a gagné en loto. Je l'ai dit la dernière fois à Sidi Jamel Belchinouf. Donc aujourd'hui, c'est fait exprès. Un pouvoir mafieux qui a dilapidé les biens de l'Algérie, qui a dilapidé une richesse extraordinaire, aujourd'hui veut appauvrir le peuple et le pousser à se désintéresser de la politique. Pourquoi c'est fait exprès, Mustafa? Pourquoi c'est fait exprès? Pourquoi? C'est fait exprès pour faire passer la loi de finances, pour faire passer les élections. Parce qu'aujourd'hui, le peuple algérien est abrutisé. Je m'excuse du terme, mais c'est la vérité. Il ne s'intéresse plus à la chose politique. Il ne s'intéresse plus. Je vais vous donner un simple exemple. Vous savez qu'il y a des Algériens qui se sont montrés pessimistes après l'élection du président américain Donald Trump. Mais ils ne se sont pas inquiétés du fait que nous sommes gouvernés par une mafia politico-financière. C'est dramatique, mon ami Nasser. Mais aujourd'hui, voilà une preuve que ce gouvernement-là est un gouvernement incompétent et que ce pouvoir ne se soucie guère du bien-vivre du peuple algérien. Vous me dites, aujourd'hui, en Algérie, en 2016, on parle de sachets de lait. Sachets de lait. Car voyez-moi, Nassar, j'ai fait l'Afrique noire, j'ai voyagé en mission avec la JISCA. En 2010, j'ai été à Lubumbashi, dans la République démocratique du Congo. Le lait se vend dans des bouteilles en verre, Nassar. Et aujourd'hui, l'Algérien, on ne peut plus, un pouvoir qui ne peut pas assurer à son peuple un sachet de lait. Qu'est-ce que vous voulez attendre de lui? Vous vous rappelez de la déclaration méprisante d'Ahmedou Yahya lorsqu'il avait dit les Algériens ne sont pas obligés de manger chaque jour du yaourt. Et on pose le problème économiquement. Aujourd'hui, c'est clair. On veut tuer le peuple. On l'a tué politiquement. Et aujourd'hui, on passe à la vitesse supérieure parce qu'il n'y a plus de ressources. Ils ont dilapidé plus de 1000 milliards en 15 ans. Le pouvoir incarné par Afrika et Gaït Saleh et toute cette bande mafieuse veulent appauvrir le peuple. Et aujourd'hui, je vous le dis clairement, Nassar, s'il n'y a pas un soulèvement populaire, on doit s'attendre à une série de pénuries
où le peuple ne pourra même pas acheter une baguette de pain. Et quand Saïd nous a parlé, Mustafa, que la situation qu'on est en train de vivre en ce moment par la montée de la gronde sociale, on peut dire que c'est presque la même situation qu'a vécu le peuple algérien en 88. Est-ce que vous pensez que 2007, ça sera une année très décisive avec cette montée Écoutez, aujourd'hui, s'il faut dire des vérités, nous avons un parlement de la honte, un parlement de la corruption. Si réellement on avait des partis d'opposition, si on avait des partis d'opposition qui veulent du bien au peuple algérien, que font les députés FFS là-bas? Que font les députés du MSP là-bas? Que font ces députés de la honte pour défendre le petit citoyen aujourd'hui à Nassar? Ils sont complices de la situation. Je rends un grand hommage à Mustafa Bouchtachi qui a démissionné de ce Parlement de la honte. Expliquez-moi. Mais Mustafa aussi. Expliquez-moi. Ces partis-là se disent aussi, il est où le peuple? Non. Aujourd'hui, quand je vois les positions des uns et des autres, je comprends pourquoi le peuple n'adhère plus à cette opposition. Amassad, expliquez-moi le fait qu'il y a des députés, normalement, ils sont censés défendre le peuple. Un parlement, c'est un contre-pouvoir de l'exécutif. Ils font rien. Aujourd'hui, ils parlent de la prime de fin de mandat. Ils ne soucient guère des problèmes quotidiens des Algériens. Aujourd'hui, l'Algérien est devenu un tube digestif à Nassar. Je m'excuse du terme. Aujourd'hui, ce qu'il cherche, il se lève à 5 h du matin pour acheter un sachet de lait à ses enfants. Et pour lui, s'il arrive à avoir ce sachet de lait, c'est l'indépendance pour lui. Vous voyez le mal qu'a fait ce pouvoir envers son peuple. Un pouvoir qui construit une mosquée à 3 milliards de dollars. Il ne peut pas assurer un sachet de lait à son peuple. Et on ose parler aujourd'hui, on pose le problème économiquement. Mustafa, vous avez... Ok, continuez votre phare. Arrêtons de mentir au peuple. Aujourd'hui, on doit dire les vérités. Aujourd'hui, je vous le dis solennellement, s'il n'y a pas un soulèvement populaire, rien ne fera reculer ce pouvoir dans sa tentative mesquine de clochardiser et de paupériser le peuple algérien. Il l'a déjà fait en 2016 avec cette loi de finances de la honte. Il va appuyer encore sur l'accélérateur pour anéantir le citoyen algérien, pour anéantir le travailleur moyen aujourd'hui à voilà les réalités. Mustafa, restez avec nous, Mustafa. On revient à Farhat Aït-Ali. Farhat Aït-Ali, Mustafa dit que le problème n'est pas économique. Écoutez, vous m'avez invité en qualité d'analyste financier et économique, donc je ne peux répondre que dans le volet économique. Maintenant, je peux quand même dériver sur le volet politique. Appeler le peuple à un soulèvement et tout de la rhétorique, toute cette rhétorique qui n'engage que son auteur, ça reste à vérifier à la coulière, parce que déjà en parlant de peuple, je dirais même qu'il y a deux peuples. Et pas de quel peuple? Un peuple qui se soulève pour un sachet de lait. On veut mettre le feu au pays pour un problème de sachet de lait, alors qu'un peuple qui se respecte réclame du travail, réclame la dignité, réclame des salaires décents, mais aussi le travail décemment. Mais quand on voit, Farhat, pardon, je m'excuse, quand on voit des ouvriers, des salariés de la SNVI qui n'ont pas été payés des mois, est-ce que c'est... Écoutez, revenons à cette histoire de politique. La politique, oui, tous les problèmes sont politiques. Dans tous les pays du monde, quand il y a un dérapage économique, forcément il est la résultante d'erreurs politiques ou même de dérapages politiques délibérés. Dans notre cas, c'est un petit peu un mix des deux. Hein. Il y a des erreurs, il y a aussi il y a des actions délibérées en matière politique qui ont entraîné la catastrophe. Mais aujourd'hui, ce genre de solution de soulèvement populaire, je dis qu'il y a 28 milliards de dollars à attendre comme recette
recettes, rien de plus. Il y a des problèmes financiers gigantesques qui sont effectivement l'œuvre d'une mauvaise politique. Mais maintenant, les 28 milliards de dollars, le peuple se soulève, il fait la guerre, il fait ce qu'il veut. Ça ne sera jamais que 28 milliards de dollars qui vont peut-être être dépensés en munitions, justement, ou là, je ne sais pas en quoi, pour écouter justement à tous les appels qui n'engagent pas du tout leurs auteurs, parce qu'en général, quand on appelle au soulèvement, on n'y va pas. Là, je parle de 40 millions d'Algériens qui sont dans une situation dont il faudra bien sortir avec le moins de cash possible, par le raisonnement, par la logique. Si vous me parlez de la SNVI, moi personnellement, je suis contre la gestion du secteur public depuis sa création. On ne peut pas continuer à subventionner des entreprises publiques, et justement en les empêchant de travailler. On leur paye juste les salaires. On leur paye même pas de quoi acheter ma pièce détachée ou la matière pour pouvoir se relancer. Il y a eu des gigantesques combines qui ont avalé 80 milliards de dollars en l'espace de 30 ans pour relancer un secteur public qui est vraiment chétif, qui ne crée pas d'emploi, qui est dans une situation catastrophique. Apparemment, tout le monde a trouvé son compte dans cette histoire tant que les salaires étaient versés. La SNVI, tout le monde se fichait royalement de ce qu'elle produisait, de son marché potentiel, est-ce qu'elle avait une clientèle, est-ce qu'elle n'en avait pas, de ses projections en matière de modernisation de ses modèles. Aujourd'hui, un problème d'une entreprise qui ne peut plus exister dans les conditions actuelles, avec les effectifs actuels et la gestion actuelle, s'est transformé en problème sociopolitique dans lequel, vous nous payez des salaires, sinon on fait la catastrophe. Les choses se présentent ainsi, il fallait réclamer, il fallait discuter, il fallait tout mettre sur la table à l'époque où il y avait des moyens de le faire. ولكن سي فرحات يعني vous êtes un expert financier, vous savez que on peut pas utiliser le terme Allah ghalib dans des quand je dis Allah ghalib, ça ne veut pas dire dans le sens que le pouvoir n'a pas sa responsabilité. Elle y est la responsabilité intégrale du pouvoir. Mais face à une situation qu'il a créée lui-même, la seule chose qu'il pourrait éventuellement faire, c'est de se retirer en bon ordre. Et pas de laisser les clés sur la table à n'importe quel aventurier venu, ou à n'importe quelle excité. Une fois qu'ils sont partis, moi je vais vous faire un paradis sur terre. Soyons sérieux, là nous parlons d'un État, nous ne parlons pas d'un pouvoir seulement, nous parlons d'un État. Si on veut maintenant passer du mauvais vers le pire, il y a des gens qui, apparemment la politique du pire, ça les intéresse. Mais moi personnellement, ça ne m'intéresse pas. Figurez-vous que je vis en Algérie, je n'ai pas peur, parce que la plupart des gens quand ils lancent une aventure, quand ça marche très mal, ils se barrent. Moi, je ne me barre pas. Je ne lance pas d'aventure. Et si jamais ça devait mal tourner, je suis là, je vais mourir là. Donc, soyons sérieux. Je n'adhère pas du tout au discours du genre soulèvement populaire et tout ça. C'est du baratin pour moi. Ça reste son avis, c'est Farhat. Quand on parle du potentiel de l'Algérie et quand on voit où est l'Algérie maintenant, vous-même, vous avez parlé d'un manque de vision. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas urgence? Il y a absence totale de vision. Il n'y a même pas un mot, il y a absence totale de vision. Maintenant, il s'agit de convaincre ces gens-là qui ont une vision, il y a vraiment, je ne dirais pas de myope, mais d'aveugle, qu'ils mettent les choses sur la table et qu'on puisse régler le problème. Mais quand je dis qu'il y a une absence de vision, ça veut dire que chaque partie dans la société doit comprendre que si elle est une source de problème, elle ne va pas en créer d'autres pour accuser l'autre partie. Revenons à la SNVI. La SNVI est en sureffectif. La SNVI n'a pas de clientèle locale, y compris le secteur public qui est censé être son premier client. Un peu partout. Le personnel demandait des salaires. Tant qu'il était payé, tout ce beau monde-là, qui sont peut-être 6 ou 7 000, là où il ne faudrait pas plus de 2500, était content. Qu'est-ce que c'est que cette boîte qui tourne avec 3 fois ses effectifs normaux? Mais c'est quand les salaires ont été bloqués parce que le budget de l'État ne permettait plus de continuer à être la comédie d'une industrie qui ne va nulle part, que tout le monde maintenant demande son salaire. C'est le droit de demander leur salaire. Moi, je ne conteste pas qu'un employé demande ses salaires. Mais jusqu'à quand?
Demain, ils vont être licenciés. C'est pas la peine que qui que ce soit. Une fois que le trésor public ne pourra plus les soutenir, il y aura des licenciements massifs. Et ils peuvent faire ce qu'ils veulent, il y aura des licenciements. Ok, Farhat, restez avec nous. Farhat Saïd, vous avez entendu notre interlocuteur Farhat qui a dit qu'on ne peut pas appeler au soulèvement. La situation, elle est peut-être économique, qu'il y a une situation économique, beaucoup d'autres pays aussi vivent des difficultés. Qu'est-ce que vous avez à dire? Je pense que, d'abord, deux précisions. Je n'aime pas les polémiques stériles, je n'en réponds à personne, mais par contre, quand j'entends que le peuple algérien sont des tubes digestifs, ça me fait sortir de mes gants. Et j'essaye de dire simplement qu'il est vrai que parmi ce peuple, il y a une très infime minorité qui est soudoyée, qui est achetée. Il y a une autre partie qui a peur. Il y a une autre partie qui a fui. Essayons de comprendre avant de juger. Faisons d'abord notre examen de conscience, nous, tous, qui se disons donneurs de leçons, avant de pouvoir juger tout un peuple. Essayons juste d'avoir un peu de lucidité et de compréhension de tout ce qui se passe pour dire que ce peuple est un grand peuple. Et il est vrai que c'est un grand peuple. Il y a ceux qui disent aussi, Saïd, que le peuple a une part de responsabilité dans le... La responsabilité, c'est toute autre chose. On peut la disséquer. Dans ce qu'on est, et surtout la pérennité du système. Moi, j'ai ma part de responsabilité. Tout le monde a sa part de responsabilité. Dans quel sens? C'est qu'à un certain moment, nous avons fonctionné dans le système et, étant dans un certain nombre de structures, nous avons reproduit les mécanismes de fonctionnement du système. Et par conséquent, certains ont fait leur examen de conscience, ils ont pris le recul en disant « J'entends aujourd'hui ceux qui parlent des structures d'opposition qui continuent à fonctionner, dont le système dépend aujourd'hui. » Effectivement, ils ont raison. Il y a par contre une nouvelle génération. Il y a des jeunes qui n'ont jamais fonctionné dans ces structures. Il y en a d'autres qui ont pris le recul. On a cité tout à l'heure un grand monsieur, l'ancien président de la Ligue algérienne de la défense des droits de l'homme, qui a eu le courage, l'honnêteté, l'audace, qui a eu l'honneur et la dignité de démissionner d'une assemblée croupion. Ce n'est pas ça le sujet. J'en reviens à l'essentiel. M. Aïtali disait qu'effectivement, le problème, tel qu'il soit, aujourd'hui, nous sommes assis sur plusieurs périls. La dissidence, elle ne doit pas être simplement une dissidence dans la rue et qu'on va mettre le feu dans les édifices publics comme le font certains. Aujourd'hui, c'est la dissidence des consciences. Elle est beaucoup plus dangereuse pour le pouvoir qui se nourrit de la violence et du cycle de violence-répression que de s'inscrire dans une démarche de construction citoyenne d'une alternative sociale et démocratique. Dans quel sens? Et la première chose à faire, c'est quoi? Aujourd'hui, on est en train de se parler. Le peuple doit libérer la parole. Ils doivent se parler dans le cadre du respect. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'on doit trouver aujourd'hui des points de convergence. Et il faut qu'il y ait une convergence de lutte dans le peuple algérien, dans les structures, la société civile, les personnalités autonomes. Voici la voie du salut. Ce n'est pas de mettre le feu à notre mère patrie. Nous n'avons pas un pays de rechange. Nous avons une seule patrie. On doit la préserver. Mais faisons attention, ne rentrons pas dans les mécanismes de l'hypnose que le pouvoir utilise, à savoir l'instabilité, à savoir la main étrangère, à savoir, bien au contraire, c'est d'accentuer un travail de proximité dans les quartiers, dans les villages, dans les villes, entre les citoyens pour en parler. Je vais revenir juste une petite parenthèse par rapport à la crise de lait. Effectivement, je rejoins mon ami Farhat Aïtali par rapport à cette histoire. Vous vous rappelez de l'épisode de Hiya et Batata ? Vous vous rappelez de l'épisode Silla les Batata allant jusqu'à faire son pitresque à la télé, en parlant Batata, en parlant je ne sais pas quoi, allant jusqu'à avoir honte, nous, à dire que c'est le Premier ministre du pays. Et ça, c'est la même chose qui est en train de se reproduire. Je suis même arrivé à me poser une question, est-ce que ce n'est pas encore une fois une diversion pour cacher autre chose? Cette semaine, l'un du président
est venu se soigner ici. Il est temps de se poser la question de la facture de ses soins. Vous savez, avec tout l'argent qu'il a engrangé, qu'il a dépensé pour ses soins, on pourrait construire justement plus qu'un hôpital moderne. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, le peuple algérien, il n'est pas si bête que ça. Il n'est pas un mutant, il n'est pas un mouton. Il va arriver le jour où ils vont se soulever d'une seule main pour chercher la voie de la liberté. Merci Saïd. Mustafa Marzouzi, la dissidence des consciences, pas mettre le feu à... Mustafa? Je n'ai pas à répondre à vos invités. Moi, je crois une chose. Aujourd'hui, quelle est la différence entre un voleur qui s'appelle Chekib Khalil, qui a dilapidé l'argent de Sonatrach, et un jeune qui casse un poteau? Donc arrêtons de donner des leçons. Quand je parle de soulèvement, ça ne veut pas dire qu'on va prendre les armes. Ça veut dire qu'on va partir à une désobéissance civile. On va dire à ces voleurs qui nous gouvernent aujourd'hui, Barakat, arrêtez. Vous avez dilapidé nos richesses et aujourd'hui, on va soulever comme un seul homme pour vous dire, foutez le camp. Partez, c'est tout. Mais aujourd'hui, vous pensez que le peuple algérien est vivant aujourd'hui? Un peuple mort qui a peur de la mort. Nous sommes morts. Nous ne vivons pas en Algérie. Nous subissons un pouvoir totalitaire. Barakat, il le sent aujourd'hui. Je suis un simple citoyen. Je suis en train de voir comment réagissent les citoyens. Ils ont peur de demander le minimum. Vous pensez que cette soi-disant opposition est à l'écoute de ces citoyens qui ne trouvent pas un sachet de lait? Tous les députés de l'opposition aujourd'hui n'achètent pas le sachet de lait. Je m'excuse. Donc aujourd'hui, il faut que le peuple algérien réinvente le 1er novembre. Parce que nous avons la lourde responsabilité de continuer le combat de Abban et de Karim Belkacem et de tous ces martyrs qui nous ont légué un grand pays, malheureusement, qui a été pris en otage par ce groupe de Oujda, qui est en train de faire une politique de paupérisation et de clochardisation du peuple algérien à dessein, bien sûr. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, Sinassar, Wallah, je vois des citoyens acheter un sachet de lait et vous les voyez en train de sourire. C'est comme si il est libéré quelque part. C'est dramatique ce qu'on vit en Algérie. Merci, c'est dramatique. Yatik Saha Mustafa, je vous remercie beaucoup. C'est Farhat Ali. Le combat doit continuer par rapport au principe du 1er novembre. Est-ce que vous pensez que l'Algérie est arrivée à un tournant, si on peut dire, historique, difficile, très dangereux? Déjà politiquement, les principes du 1er novembre, ils ont été bafoués à partir de 1958. Et en 62, bon, c'est pas la peine d'en parler, tout le monde connaît la suite des événements. Donc le régime n'a pas attendu aujourd'hui pour bafouer l'intégralité des principes du 1er novembre. Il était censé libérer un peuple, pas seulement du colonialisme français, mais même de la mentalité héritée, des post-coloniales et des féodalités qui existaient dans la société, qui existent toujours. Par contre, nous sommes arrivés aujourd'hui à pratiquement une fin de système et à une fin de vision du système. Nous ne sommes pas au début d'une ère nouvelle, nous sommes à la fin d'une ère qui doit se terminer d'une manière ou d'une autre. Et il est malheureux qu'elle se termine de cette manière pathétique, avec des situations économiques quasi ingérables, avec une impasse politique. Mais ceci dit, nous habitons dans ce pays qui est le nôtre. Nous sommes 40 millions. Qu'il faut-il faire? Demander à ces gens de partir. Vous voyez qu'ils vont même être rejoints par une partie de l'opposition qui ne propose rien, qui veut juste les rejoindre. Donc apparemment cette mentalité d'aspirer à une ascension politique et sociale sans aucun programme ni vision, elle est partagée par une bonne partie de la société. Avec le temps, le régime a réussi à incruster ça dans la tête des gens, a réussi à incruster qu'une fois arrivé à un endroit donné, on va essayer d'improviser. Et ça, ce n'est pas intelligent. Aujourd'hui, il s'agit pour des élites
digne de ce nom, de proposer déjà des solutions qui tiennent la route. Et après, si on parle de soulèvement populaire, la population n'aura même pas besoin de se soulever. Quand on lui présentera une alternative qui tient la route, réaliste, eh ben, elle pourra l'imposer au système sans bouger le petit doigt, juste en menaçant d'aller plus loin, si jamais il n'obtempère pas. Mais tant que la société elle est menée pratiquement et mal menée politiquement, dans tous les sens, où chacun lui propose ces solutions qui n'en sont pas, là, elle lui propose juste sa personne, ou son groupe, ou son parti, ou bien même sa secte, et bien la population ne bouge pas. Ce n'est pas parce qu'elle est morte. Moi, quand on dit Chabri, non. Ce qui se passe, c'est que la population cherche une alternative réaliste et réelle. Parce qu'elle a des besoins réels, la population. Elle a des besoins de ces gosses qui auront une scolarité digne de ce nom, une sécurité dans les rues, elle a besoin d'un travail décent, elle a besoin d'un projet en même temps politique, économique, social qui tient la route. C'est ça le projet de novembre. Est-ce que les élites politiques aujourd'hui, elles transportent ce projet? J'ai le regret de dire que non. Alors, que ce soit les élites du pouvoir, qui de toute façon sont des élites destinées pratiquement à arriver à des postes de privilège, que ce soit ceux qui leur disputent justement les postes ados, qui pratiquement, je crois que ces derniers temps, sont dans la même logique, poussez-vous qu'on s'y mette. Allez, avec Chabra, on ne sait jamais ce qui va se présenter. Merci beaucoup Farhat Ait Ali, expert financier. Merci de votre intervention. Saïd, il nous reste une petite minute, le dernier mot. La seule chose que j'ai à dire, ne confondons pas entre le populisme, et la radicalité politique. Il est vrai qu'il y a des temps difficiles. 2017, il le sera encore plus, au vu de tous les facteurs sociaux, les facteurs économiques, les facteurs géostratégiques, les facteurs internationaux. Mais il y a une chose qui est certaine. On dit en kabyle, quelle que soit la durée de la nuit, il y aura toujours la levée du jour. Aujourd'hui, le jour, c'est au peuple algérien de le bâtir. Aujourd'hui, le jour, c'est à la sève du peuple algérien, à savoir la jeunesse, de construire son avenir, d'arracher sa liberté, dans la paix, dans la dignité, dans l'honneur, dans le respect. Mais à ce pouvoir, il est temps qu'il parte. Il est temps qu'il laisse le peuple tranquille, il est temps qu'il laisse le pays tranquille. C'est des incompétents, ils ne veulent que leurs intérêts personnels. Les scandales de corruption en témoignent, les appartements qu'ils ont à l'étranger en témoignent. Plus de 50 ans, barakat. Et à l'occasion, je m'incline devant la mémoire de tous ceux qui ont péri lors des inondations de Bab el Oued le samedi noir 10 novembre 2001. Merci Saïd. Je remercie tous mes invités, Saïd Aknin, Farhat Ait Ali, expert financier qui a été avec nous à travers le téléphone d'Alger, Mustafa Mazouzi, militant des droits de l'homme qui a été avec nous à travers le téléphone d'Alger. Je m'incline aussi et je rends hommage à toutes les victimes de Bab el Oued le samedi noir 10 novembre 2001, 15 ans après. Ya'tikoum as-saha, bqaw ala khair.